Oui, bonsoir. Nous sommes à la recyclerie pour la soirée de lancement de iBoycott. Est-ce que tu pourrais nous en dire plus ? Alors bonsoir. Donc en fait, effectivement, iBoycott, c'est la première plateforme citoyenne justement de boycott, mais responsable. C'est-à-dire qu'au lieu de pointer des doigts des marques, ce qu'il faut faire, bien évidemment, on attend en retour un échange. Et cet échange, il doit être constructif, responsable, et voir si effectivement, ils peuvent changer des mesures dans leur entreprise, dans leur loi, enfin en tout cas en interne, et ensuite pour avoir des répercussions dans l'environnement également sur les employeurs avec lesquels ils travaillent. Et ben, c'est vraiment ce que le citoyen souhaite, et parce que on est dans une société de consommation, on n'a jamais été autant sur Terre, on n'a jamais été autant d'êtres humains, il n'y a jamais eu autant de produits commercialisés, et en fait on fait des dégâts sans le savoir. Il y a nos frères et sœurs humains qui travaillent vraiment dans des conditions assez dur à l'autre coin du monde. On s'en rend pas compte ici, ce sont juste nos frères et nos sœurs humains, sauf que nous on est très contents d'avoir des t-shirts à 10 €. Sauf que eux, ils ont des vies qu'on ne pourrait pas comprendre aujourd'hui dans notre société, et il est important justement d'essayer de faire bouger les lignes pour un monde meilleur. Voilà. Et à partir de quel moment sera disponible la plateforme pour que les gens commencent leur campagne de boycott ? À partir de tout à l'heure. Voilà, à tout à l'heure. Ok, mille merci et bon lancement. Merci. Chers internautes, bonsoir. Le Cercle des volontaires est venu à la soirée de lancement de la plateforme iBoycott qui vient de se terminer. Nous sommes ici avec 3 bénévoles qui vont nous présenter un petit peu leurs impressions et l'avenir de la plateforme. Bonsoir ou bonjour. Tout d'abord, je suis très heureuse de dire que la soirée de lancement s'est bien passée. Ça y est, les 2 premières campagnes de boycott sont lancées contre Petit Navire et H&M. Et on attend un maximum de partage parce que c'est que par le nombre que le boycott peut fonctionner, que par la masse, qu'on peut vraiment se rendre compte du pouvoir que le citoyen et le consommateur a. Et ça, c'est devenu notre signature, hein, soyons consommateurs ensemble, parce que c'est le meilleur moyen d'arriver à faire changer les process des entreprises et d'évoluer vers un monde plus éthique dans l'économie. Donc c'est vraiment notre volonté et notre objectif dans cette association. Donc voilà, on a lancé la première étape qui est le lancement des campagnes de boycott. Donc l'idée, c'est que chacun peut s'inscrire, créer un compte, rejoindre une campagne de boycott, en faire la promotion. Et une fois qu'on a atteint un certain seuil de boycottants, la campagne est envoyée à l'entreprise qui, elle, aura un droit de réponse. Donc de ce droit de réponse, chaque boycottant, individuellement, pourra voter si oui, la réponse de l'entreprise est satisfaisante ou non. Et dans le premier cas, la campagne de boycott est levée, si à majorité. Et dans l'autre cas, elle sera poursuivie. Donc c'est très important. Et en parallèle, tous les consommateurs ont la possibilité de mettre en avant des alternatives, donc de promouvoir le boycott, qui est juste les alternatives, donc de consommer mieux, de consommer éthique, pour aller placer l'économie, notre pouvoir d'achat, et de donner ça à des entreprises qui, elles, respectent l'environnement, respectent les hommes, respectent la vie, en fait. Voilà. Allez-vous lancer bientôt des campagnes de boycott ? Alors, les consommateurs peuvent déjà proposer des alternatives sur les campagnes qui sont en cours. Donc, ça va fonctionner par un système de plébiscite là également. Tout le monde pourra voter pour les alternatives qu'il préfère. Et celles qui seront le plus votées seront mises en avant, bien entendu. Donc voilà, on commence comme ça. Merci. Et quel est votre rôle au sein de l'équipe ? Je m'occupe un peu de la communication, du marketing. Jusqu'à maintenant, en phase de pré-lancement, on était tous un peu partout pour gérer tout ce qu'il y avait à gérer. Mais maintenant que c'est lancé, on va pouvoir retourner chacun dans nos pôles de compétences respectifs. Donc personnellement, ça sera plutôt communication, marketing. Voilà, je gérerai en particulier, je pense, l'aspect boycott, partenariat avec les organismes dans le développement durable, dans l'éthique, et vraiment promouvoir ce mouvement. Même question pour vous, si vous pouvez vous présenter et dire quel est votre rapport au sein de l'équipe ? Oui, bien sûr. Donc, mon nom est Andrea Henao et en fait, on a monté une agence qui s'appelle 360 Agency Berlin, donc qui est située à Berlin et qui s'occupe de la communication de compagnies qui sont éco-responsables ou éthiques exclusivement.
Donc voilà, c'est ce qu'on fait et donc je suis ravie d'avoir aidé, enfin de faire partie de l'équipe iBoycott. Et là où j'ai plus aidé, c'est dans la communication parce que c'est vraiment le corps d'expertise de notre agence, quoi. Merci beaucoup. Pour vous? Donc, je suis Yvan Komarov. Moi, j'ai un regard de l'entreprise. Je suis un expert de la gestion globale des risques dans les organisations. Et à ce titre, on s'est rencontrés parce que j'ai fait une analyse du projet, du concept d'iBoycott. Et c'est dans le feedback que j'ai fait que Levent m'a rappelé en me disant mais merci pour votre retour. Il a tweeté une partie de mon retour. Et donc voilà. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai décrit un peu l'impact de iBoycott dans l'écosystème de l'entreprise. Donc pour montrer comment, en fait, le fait de boycotter et de rassembler l'ensemble des refus d'achat par des boycotteurs va constituer un indicateur quantifié qui va permettre de montrer à l'entreprise qu'en étant non éthique, elle perd des clients, elle perd de l'argent, elle perd de la réputation. Donc ce sont des éléments très concrets. Et l'entreprise, elle est froide, elle a besoin d'avoir des éléments rationnels, pas des choses qui soient un petit peu fantasmatiques ou romantiques. Et malheureusement, les pétitions, souvent, sont un petit peu romantiques. C'est-à-dire qu'on n'est pas content, on va signer une pétition, et ensuite, il se passe pas grand-chose. Il y a des gens très engagés qui vont vraiment essayer de continuer à remuer tout le système, mais l'inertie du système, tous les lobbies qui sont mis en place aussi bien au niveau européen que nationaux, font qu'en fait, on ne va pas avoir d'impact réel sur les changements de régulation. Donc là, même le régulateur n'a presque pas besoin de changer. C'est le consommateur qui dit « moi, ces produits, je n'en veux plus ». Voilà. Donc ça, c'est radical et c'est sans appel. Alors c'est sans appel et c'est ce qui, moi, m'a vraiment plu dès le départ dans le projet, c'est qu'il y a des valeurs extrêmement fortes et des valeurs qui ne sont pas là pour casser le système. Ils sont là pour offrir l'opportunité de changer le système. Et on n'est pas du tout dans la même chose. Ça veut dire on est vraiment dans une dynamique où la bienveillance est omniprésente. On donne la chance à l'entreprise de pouvoir répondre à la situation qui est provoquée par la colère et par le refus d'achat du consommateur. Donc c'est parce qu'il y a cette porte ouverte qui fait que l'entreprise, on lui laisse la possibilité de répondre. Donc on laisse la possibilité de changer. Alors on sait très bien que les entreprises ont des systèmes de valeurs qui sont des paradigmes dans lesquels elles ont leurs valeurs, leur réalité, leur vision, leur mission, d'accord ? Et pour faire changer une entreprise de paradigme, on ne peut pas l'amener tout de suite à des paradigmes très élevés. On est obligé de l'aider à changer. Et on est obligé d'aller la chercher là où elle est. Si on ne va pas la chercher là où elle est, en fait, l'entreprise, elle va se cabrer. Et c'est ce qui s'est passé un petit peu avec les mouvements écolos, que j'aime bien appeler écolo poil au dos, qui avaient tendance à être un peu radicaux. Et en étant radicaux, ils génèrent un braquage, un blocage, et qui fait qu'après, de toute façon, les gens vont dire « mais de toute façon, vous avez raison sur tout, et nous, on peut rien faire ». Et c'est ce qu'on a vu pendant le Grenelle, il y a quelques années. Ça me rappelle le terme de Kaizen, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un terme japonais qui signifie donc les petits pas, arriver à une solution par des petits pas, plutôt que c'est le nom aussi d'un magazine Cyril Dion, ici des Colibris. Absolument. Donc c'est l'idée de vraiment laisser aller chercher. Il y a quelques années, le président du Conseil général, moi je suis dans les Pyrénées-Orientales, avait dit le développement durable, sur un édito de son canard du Conseil général, avait dit que le développement durable c'était une langue. Aujourd'hui on apprenait un mot, puis un deuxième mot, puis avec 3 mots on faisait une phrase, et petit à petit on apprenait à parler le développement durable. Quand on est avec des gens qui ont une motivation qui est uniquement centrée sur la rentabilité de leurs investissements, quand on leur amène de l'éthique, pour eux ça s'incarne dans rien de concret. Et là, le fait qu'on empêche les ventes de se faire, on crée une alerte chez eux qui s'appelle un risque de réputation. Et ce risque de réputation, il va être quantifié. D'accord ? Un risque, c'est une fréquence par un impact. Si là, on a 1000 clients, 100 000 clients, 10% des clients qui refusent d'acheter un produit, ça veut dire l'entreprise va passer dans le rouge.
d'accord ? Et si elle passe dans le rouge, ses associés, ses actionnaires, si c'est une entreprise cotée, vont le refuser. Et donc, c'est là où on va renverser la charge de la preuve. C'est là où on va mettre en fait le président de l'entreprise qui est élu par son conseil d'administration, qui est là pour une mission avec un projet d'entreprise. C'est là où le président, en fait, il va devoir rendre des comptes, rendre des comptes à son conseil d'administration. Alors, on peut dire, effectivement, c'est pas quelque chose d'extraordinaire. Oui, parce que... Mais imaginez une chose. Vous savez, les entreprises, elles sont dans un jeu, en théorie des jeux, elles sont dans un jeu équilibré. C'est-à-dire que dès qu'il y en a une qui va chercher un avantage concurrentiel pour se différencier de la copine, et qu'elle va intégrer ce facteur-là, qu'est-ce qui va se passer ? Les clients, ils vont migrer vers cette entreprise. Et donc, ça veut dire que le jeu devient déséquilibré. Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on introduit le petit élément qui peut permettre de faire que le jeu se déséquilibre, mais avec une intention de bienveillance. Et ça, c'est une vraie révolution. Juste, est-ce que vous avez écrit un livre qui est en rapport avec le sujet, il me semble ? Alors, oui, voilà, il s'appelle La Quintine. Alors la Quintine, très rapidement, c'est un chant polyphonique sarde. En Sardaigne, on chante ce chant une fois par an. Et qu'est-ce que c'est que ce chant ? Ce chant, il se chante avec 4 hommes. Ça ressemble un peu aux polyphonies corses, mais c'est les polyphoniques sardes. Et c'est un chant où le chanteur va émettre énormément d'harmoniques. Pour émettre des harmoniques, on ne peut pas être dans le mental, on ne peut pas être dans les émotions, il faut être centré, il faut être en harmonie avec soi. Et quand on a ces 4 chanteurs qui sont en harmonie avec eux-mêmes et qui s'harmonisent ensemble, ils créent quelque chose qui est physiquement mesuré par les ingénieurs du son et qui est une 5e voix qui s'appelle la Quintine. Alors l'idée de ce titre, c'est de dire que quand dans une organisation, chaque individu est aligné avec lui-même et que l'ensemble des membres de l'organisation est aligné ensemble, on crée un tout qui est plus grand que la somme des parties. Et donc ça, la Quintina, c'est un baromètre, ça devient un adjectif pour décrire des organisations qui sont en harmonie avec elles-mêmes ou pas. Et donc je décris un certain nombre de situations, d'entreprises, de projets très particuliers qui ont créé des situations de Quintina. Voilà. 1 plus 1 égale 3 et plus, tout à fait. Voilà, donc c'est le premier. Et en fait, à iBoycott, je suis en train de travailler sur le 2e tome, où je parle beaucoup de problématiques de régulation. Parce qu'aujourd'hui, on a un énorme problème, c'est que les entreprises disent « mais nous, on respecte la loi ». Mais le problème, c'est qu'on est sur une forme de régulation qui s'appelle une régulation par les règles. Et dans cette forme de régulation, les entreprises sont conformes à la règle, mais elles sont conformes à une règle qui ne couvre pas tout le sujet. Et le régulateur se retrouve toujours, j'aime bien la métaphore le régulateur, il court derrière le cheval, entreprise qui est en train en permanence d'innover. Et ce que je pense être comme étant une révolution, et je pense qu'iBoycott apporte quelque chose pour aller dans cette direction-là, c'est de passer vers une régulation par les principes. C'est-à-dire que l'entreprise s'engage à respecter un principe et qu'elle applique et à ce qui s'est passé et à ce qui va venir. D'accord. Et combien d'entreprises ou combien de campagnes de boycott vous pensez que vous allez pouvoir faire par mois ou par semaine ? Pour l'instant, je vous avoue qu'on ne sait pas. On ne sait pas combien de personnes vont lancer de campagnes. On ne sait pas combien de personnes vont rejoindre des campagnes. Mais forcément, l'idée, c'est qu'un maximum de personnes soient présentes sur la plateforme. Encore une fois. Et nos développeurs, nos super développeurs, font en sorte que le plus de gens possible puissent venir. Donc ensuite, ça sera aux plus belles campagnes, aux mieux justifiées, peut-être aux plus revendicatrices, ou contre les entreprises qui sont vraiment, est-ce que je peux dire anti-éthiques ? Je ne sais pas si je peux employer ce terme. Voilà. Après, en termes de quantité, pour le moment, c'est le flou. Et est-ce que vous pensez que, par exemple, les géants du web peuvent détourner vos flux Internet, puisque c'est quand même une plateforme qui se passe sur Internet, et donc c'est contrôlé dans le sens où ça pourrait être, où vos flux pourraient être restreints, où ils pourraient être détournés pour pas que ça touche justement la population que vous visez ? La viralité sur Facebook, par exemple. Pardon ? Il y a des outils pour baisser la viralité sur Facebook ou sur YouTube. Alors, iBoycott se veut transparent, du début à la fin.
C'est-à-dire que on est encore en train de travailler dessus, mais on va être transparent sur nos dépenses, sur ce qui se passe derrière, sur les messages qu'on peut recevoir. Donc j'imagine qu'il n'y a que sur cette notion-là de transparence que le citoyen ou consommateur pourra se baser. Et suite à ça, peut-être que ça le fera réagir et partager à nouveau. Donc entraîner une nouvelle viralité, essayer de le lancer ailleurs, en parler beaucoup plus autour de soi. Éventuellement développer tout ça au niveau local, parce que la puissance du local est très 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 forte. On est vachement dans l'économie collaborative, on est vachement dans le local en ce moment. Donc on compte sur tous ces éléments pour faire en sorte que les gros freins ou ce qui pourrait se passer de mal, on puisse vite rebondir et faire en sorte que ça se répande encore plus. Il y a un élément extrêmement important, on en reparle et on n'en parlera jamais assez, c'est qu'il y a de la conscience, il y a de la transparence, mais il y a surtout de la bienveillance. Ça veut dire qu'on n'est pas là pour casser les entreprises, on est là pour les accompagner dans leur changement et de trouver le catalyseur, le facteur déclenchant qui va faire qu'à un moment donné, il y a une prise de conscience qui se fait. En disant, mais de l'autre côté du manche, il y a des consommateurs qui sont là et qui ne sont pas d'accord. Et soudain, ils représentent une CSP qui sont les consommateurs. Une catégorie socio-professionnelle, pardon. D'accord ? Qui sont les gens qui ne sont pas d'accord pour acheter aux entreprises qui ne sont pas éthiques. Et quand on voit la quantité de magasins bio en France, moi, dans le sud-est, à Perpignan, on a 6-7 supermarchés bio. Donc ça veut dire que les gens vont, ils marchent, ils se développent, ça veut dire qu'ils sont présents. Donc les gens ont une sensibilité, il faut juste réveiller quelque chose. Et donc là, on est là pour essayer de les réveiller, de les faire s'éveiller en se réveillant. Maintenant, pour revenir sur ton point sur Facebook, le fait qu'ils puissent, de façon volontaire ou pas, nuire à la viralité de ce qu'on poste, on sait aussi comment un post peut devenir viral ou pas. C'est d'ailleurs ces techniques qu'on a utilisées afin de faire que cet événement devienne viral. Maintenant, on peut pas. Je pense qu'il y a quand même une transparence du site aussi, enfin du site, qui est peut-être pas irréprochable, mais en tout cas qui est vérifiée, puisqu'on l'a utilisé. Donc maintenant, mais c'est une plateforme qui change, qui évolue, tout comme Google. Et j'espère que sur le long terme, on arrivera, si jamais il y a ce genre d'événement qui se produit, qu'on arrivera à les pointer et à pouvoir les surmonter. Merci. Et par rapport justement l'explosion du bio dans le sud ou dans différentes villes, est-ce que ça entraîne des problèmes par rapport à la traçabilité des labels et par rapport à si c'est vraiment du bio que le consommateur est en train d'acheter ? C'est une très très bonne question, effectivement. C'est une question qui est très très difficile à répondre, effectivement. Est-ce que tu veux peut-être... Ok. Donc, je pense effectivement que là, et on l'a dit, c'est quelque chose qui s'est dit tout à l'heure pendant la réunion, le label équitable, enfin aujourd'hui, pour moi, il est au stade du label bio il y a 20 ans. Il n'y a pas suffisamment de critères et il n'y a pas un label suffisamment fort. Enfin, et on en a parlé tout à l'heure aussi, pour Max Havelaar, c'est un superbe exemple, où un label qui se prétend équitable ne l'est pas. Maintenant, le risque de ne pas avoir suffisamment de process d'audit, c'est de perdre la crédibilité justement de ces labels et que les gens perdent confiance en ce qu'ils achètent et ce qu'ils font, cet acte consommateur qui perd de sa puissance parce qu'il y a justement des marques qui en profitent et qui en abusent. Donc effectivement, ça c'est un véritable problème auquel il va falloir y remédier, et on en a parlé justement avec l'Event, de faire en sorte de créer un label qui soit éthique et co-responsable, mais qui devienne, de pouvoir effectivement, peut-être que ça paraît paraître bizarre, mais avec la Commission européenne, afin de vraiment établir des critères qui soient très fermes et qui soient bien précis. Maintenant, c'est des choses qu'on ne peut pas faire de façon indépendante non plus, parce qu'il faut réunir les différents pays et s'accorder sur les différents critères à pouvoir appliquer sur les différents territoires. Donc voilà, c'est une chose qu'on a en tête et c'est probablement une étape qui va venir dans le futur. Je crois que tu voulais ajouter quelque chose ? Alors, moi j'aime bien... On est dans une société, on est dans une période de notre histoire, de l'humanité, où on est dans une énorme métamorphose. On est dans une mutation incroyable. Et donc, en même temps, je suis complètement d'accord avec ce que tu viens de dire,
Et en même temps, je crois qu'il faut avoir la sagesse de nous mettre un petit peu dans une temporalité plus longue et de regarder. J'aime bien souvent dire, souvenons-nous des sujets dont on parlait en l'an 2000. C'est il y a 16 ans, quand on a parlé de l'an 2000, d'accord ? C'était une révolution. Et bien quand on regarde où on en est aujourd'hui, en 16 ans, il y a une mutation qui est complètement délirante. D'accord ? Si on part de ce point-là, on voit que c'est allé très vite. Donc les labels, ils ne sont pas parfaits. On apprend en marchant. On est en train de petit à petit, il y a des gens qui continuent à faire du greenwashing, du social washing, mais il y en a qui commencent à être vraiment bien éthiques, qui ont vraiment une attitude profonde et qui sont alignés dans les valeurs de l'entreprise. Je suis adhérent de l'association MOM 21 qui travaille sur l'entreprise libérante, d'accord ? Ou c'est l'entreprise libérée, ou l'entreprise apprenante. Eh bien, quand on travaille sur la libération d'entreprise, le processus de libération, il met plusieurs années à se mettre en œuvre. On ne change pas du jour au lendemain des gens qui sont dans un paradigme qui est dans l'obéissance et pour aller vers de la créativité ou aller vers de l'autonomie. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Donc je crois qu'il faut être patient. Il faut être bienveillant avec ceux qui, soudain, ont la première étincelle et qui commencent à se dire « Ah mais tiens, il se passe quelque chose à l'étage du dessus ». Patient mais déterminé. Ah ben absolument, tout à fait. Mais c'est une détermination, Mathieu Ricard parle de cette bienveillance. Et on a besoin de cette bienveillance. Et je crois qu'aujourd'hui, dans notre société, si on arrivait... Moi, je suis favorable au fait qu'on rajoute à liberté, égalité, fraternité, qu'on rajoute un 4e terme qui soit bienveillance. On a besoin de mettre de la douceur, on a besoin de remettre de la souplesse. Et tant qu'on sera dans la rigidité et dans la célébration des extrêmes, on n'arrivera pas à avancer. D'accord ? De toute façon, une fois qu'on s'est battu, une fois qu'il y a eu la guerre, d'accord ? Qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, on s'assoit, on compte les morts et puis on décide d'avancer. C'est ce que nos anciens ont fait avec le Pacte national de la résistance. Et je crois qu'il ne faudrait jamais l'oublier. Parce qu'on a oublié que d'autres ont souffert pour nous. Et nous, à comparer de ce qu'ils ont vécu, on ne souffre pas quand même pas beaucoup. Et ce serait idéal que ce soit avec une plateforme plutôt qu'avec une guerre qu'on arrive à le faire. Il faut utiliser les outils qu'on a aujourd'hui. C'est pour ça qu'on utilise le numérique. C'est avec le numérique, les frontières ont disparu. Aujourd'hui, la plateforme est en français. On a déjà prévu de la lancer en multilangue. Donc l'idée, c'est qu'on la répande de partout. Qu'on se serve de cet avantage absolument monumental qui est l'absence totale de frontières avec cet outil absolument phénoménal. Aujourd'hui, le bouche à oreille, c'est puissant, mais alors, le bouche à oreille sur le net, c'est au-dessus. Vous avez déjà prévu une version en anglais ? C'est en cours, oui. Vous pouvez nous dire dans quel temps ? Non, je préfère pas vous donner une indication de temps. Je m'engagerai pas là-dessus. Mettez les webmasters plus vite, plus fort. Et sinon, pour le côté éthique des entreprises, est-ce que vous avez remarqué ou observé des corrélations avec les tailles de l'entreprise ? Est-ce qu'il y a des tailles qui seraient critiques pour perdre en éthique, par exemple ? C'est une très bonne question. D'ailleurs, c'est sur ce point que je voulais réagir. Effectivement, pour les grosses entreprises, pour avoir travaillé justement dans le marketing pour de grosses structures, ça leur demande beaucoup plus de temps de pouvoir être réactifs et de pouvoir s'adapter au marché. Donc effectivement, les plus petites structures ont beaucoup plus de facilité à pouvoir s'adapter et à pouvoir prendre des mesures qui sont drastiques. Alors que de grandes entreprises, c'est des process qui sont complètement différents et ça prend beaucoup plus de temps. Par conséquent, effectivement, si on veut s'assurer qu'une compagnie soit vraiment éthique, déjà de pouvoir s'en assurer, quand elles sont plus petites, c'est bien plus évident que quand elles sont tentaculaires. Parce que les produits ne proviennent pas des mêmes endroits, et il y a souvent des sous-traitances. Donc effectivement, je dirais que plus elles sont petites aujourd'hui, et plus c'est évident. Et c'est peut-être pour ça aussi que... c'est le point. Tu voulais dire quelque chose à ça ? Alors, je trouve que c'est très intéressant notre discours. On s'est rencontrés aujourd'hui. Alors, juste un petit truc sur iBoycott. C'est l'exemple d'un groupe qui se construit grâce aux réseaux sociaux. Nous, on s'est rencontrés parce que j'ai fait un feedback par rapport au web. On a commencé à travailler à distance. Et aujourd'hui, on est là en vrai. On se rencontre aujourd'hui. Donc, c'est quand même une très belle histoire. Ce que je voudrais dire, c'est que moi, dans ce livre, La Quintina, je parle de situations très particulières
et qui répondent un petit peu à ce que tu évoquais. Et qui est que, je vais vous donner un exemple. Le président de l'équivalent d'AXA aux États-Unis, qui s'appelle Aetna, le président, donc président CIO, il y a quelques temps, a un accident de ski grave, il tombe dans le coma, et il se réveille quelques semaines plus tard, il sort de son coma avec un bras en moins, et il se passe quelque chose qui est un peu, on va dire, on va pas trop en parler, mais c'est ce qui s'est quand même passé, parce qu'il en parle lui-même, c'est qu'il a fait une expérience de vie après la vie. D'accord ? Et quand il est redevenu président, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a mis en place, dans son organisation, des cours de yoga, des cours de méditation, parce que, pour améliorer la qualité du bien-être au travail. Et puis, comme c'était une société d'assurance, et que les assurances, ils sont quand même intéressés à avoir le moins de primes à payer, d'accord ? Et le moins de remboursement à faire à leurs adhérents, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont mis en place des réductions aux clients qui faisaient des cours de méditation et qui s'inscrivaient à des cours de yoga. Pourquoi ? Parce que ça a un impact direct sur l'AVC, sur le stress au travail et compagnie. Contre toute attente, les résultats ont augmenté, le chiffre d'affaires a augmenté et le bien-être au travail a augmenté. Donc on voit quelque chose qui est extrêmement important. C'est que quand le président d'une entreprise, soudain, comprend l'importance de l'éthique, et quand il le vit dans sa propre vie, soudain, il trouve tous les outils possibles et inimaginables pour changer l'organisation, pour modifier la culture d'entreprise. Et le paradoxe, c'est que ce que tu décris, c'est qu'on peut avoir une espèce de résistance au changement qui est sans fin, et puis d'un autre côté, on se retrouve avec des événements complètement fortuits, complètement irréels, et qui prouvent que ces entreprises, quand il y a l'intention du dirigeant qui est clarifiée, soudain, on trouve tout ce qu'il faut pour le faire avancer. Donc moi, je suis très enthousiaste et positif par rapport à ce genre de choses. Hélas, ça reste exceptionnel. Et je pense que pour rejoindre ton point du long terme, c'est effectivement ce qui va se passer. Les grandes entreprises vont peut-être suivre ce tournant qui est crucial et qui est véritablement de ce moment, parce qu'il y a des organisations et des initiatives comme iBoycott qui forcent ce changement. Mais ça va être sur le long terme. À part quelques grandes entreprises CEO qui demandent de perdre un bras pour pouvoir faire des... Mais il y a des compagnies qui sont reconnues pour être très productives et pour appliquer, par exemple, la sieste au travail, comme Google, qui ont des endroits où les employés peuvent se reposer. Enfin bon, il y a des entreprises mais ça reste une minorité, franchement. Alors à nous citoyens de leur faire perdre un bras, mais un bras, quand on dit ça nous a coûté un bras, c'est que voilà, ça nous a coûté du pognon. Excellent. Bon, on vous remercie beaucoup, on vous souhaite beaucoup de succès en espérant que votre plateforme change concrètement les choses positivement pour les citoyens français et du monde entier. Merci et très bonne soirée. Merci à vous. Merci.